Non, pourquoi de l'achat média hors média, enfin hors pardon. C'est la légitimité que vous achetez? Non, je pense que c'est aussi d'être en premier rang. On se dérisque de Google parce que sinon, AdWords, c'est très bien pour commencer, mais les clients sur notre métier, si on n'a pas de marque, ils vont faire quoi? Ils vont chercher simuler un prêt immobilier sur Google, et puis on est un petit peu au milieu des autres. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Pierre Chapon, le cofondateur de Preto. Preto est un courtier de prêts immobiliers en ligne fondé en 2017. Avec plus de 200 000 utilisateurs pour près de 500 millions d'euros de prêts obtenus à date, Preto est devenu un acteur incontournable du secteur. Il y aurait beaucoup de sujets à aborder avec Pierre. Il pourrait y avoir un épisode entier, j'imagine, sur les algos et le machine learning dans If This Then Dev de Bruno Soulez, ou sur ton parcours et tes aspirations d'entrepreneuriat, puisque tu es passé par X, puis quelques années, 6 ans au BCG, puis par le think tank de Pierre Kosciusko-Morizet, PJX10. Mais aujourd'hui, ce sur quoi je veux me concentrer, c'est sur tes bonnes pratiques digitales de Preto dans l'univers de l'acquisition de clients pour les banques. Les enjeux sont effectivement l'acquisition, la plateforme de marque et la réassurance, la réduction des frictions dans le formulaire, et puis le suivi, la transformation finalement de lead en client pour les banques. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à Emmanuel Velleux, fondateur de Nomalite, qui nous a introduit. Pierre, l'équipe de Preto est née à PJX10, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai rencontré mon cofondateur qui s'appelle Renaud Pestre dans cette équipe. On a eu l'occasion de travailler 1 an ensemble chez PJX10 aux côtés de Pierre Kosciusko-Morizet. C'est quoi PJX10? Alors PJX10, t'as appelé ça un think tank. Je pense que on peut dire ça comme ça. C'était une équipe qui avait été montée justement par Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings, qui sont les deux cofondateurs de Price Minister. Et ils avaient décidé de remonter un projet hyper ambitieux de création de boîtes. Et pour ça, ils se sont dit qu'ils allaient prendre le temps de l'étude en ayant sélectionné 5 secteurs stratégiques. Des grands thèmes. Ouais. Des grands thèmes à étudier, l'agriculture, la santé et j'en passe. Et pour étudier ça de manière assez profonde, ils ont monté une équipe d'une dizaine de personnes, de profils un petit peu comme moi. Et BCG, c'est des profils assez particuliers. Ouais, ça, il y en avait certains qui avaient fait HEC aussi, mais okay. Voilà. Et donc on a bûché, on a fait énormément d'interviews d'entrepreneurs et on a identifié des pistes à très fort potentiel. Certains d'ailleurs ont donné des projets maintenant autonomes. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Preto, ça nous a permis de nous rencontrer le duo Renaud et moi et de décider sur pièce en fait d'avancer ensemble. D'accord. Mais donc des sociétés en sont sorties, mais a posteriori, c'est ça, pas de PJX10 en tant que tel. Exactement. Directement, il n'y en a pas eu. Okay. Par contre, il y en a 2 qui avaient été dont le concept avait été creusé dans PJX10 et qui existent maintenant et qui se développent bien d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui existent maintenant, mais dont l'idée est venue après. C'est intéressant, c'est un vrai catalyseur, c'est une sorte de, je te le disais au téléphone en préparant l'interview, mais ça fait un peu PayPal Mafia, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Pour l'instant, c'est pas la même échelle encore, mais en tout cas, dans l'esprit, c'est ça, c'est hyper sympa. Et puis, on garde des liens pour se donner des conseils et se suivre un petit peu. On a chacun investi des petits tickets dans nos boîtes et tout, donc c'est marrant.
Et du coup, PKM a investi dans Preto ensuite. Tout à fait. Ouais. PKM, il a été lead pour la première levée, le seed. PKM, Pierre Kosciusko-Morizet, pour ceux qui... Mais j'imagine que tout le monde le sait dans notre domaine. Avant de rentrer dans Preto, je voudrais bien parler d'un autre sujet qu'on a abordé en préparant l'interview, mais tu as écrit un bouquin il y a 8 ans. C'est ça, sur trucs et astuces, enfin méthodes en tout cas, pour les concours, pour entrer à X. Ouais. Alors, le titre, c'est « Je vais vous apprendre à intégrer l'X », donc ça pointe sur cette école-là, mais plus généralement, c'est des méthodes pour aider les gens en prépa scientifique à intégrer des bonnes écoles d'ingénieurs. Il y a un aspect un peu marketing de mettre X dans le titre, mais en fait, c'est plus général que ça. Et oui, j'avais écrit ça en parallèle de mon travail au BCG, juste au moment où j'arrivais à Londres, et ça se vend bien. Première expérience entrepreneuriale, du coup. Voilà, c'est ça, side project, on va dire. Mais première sensation d'entrepreneur avec la satisfaction de mener un projet de bout en bout, de concevoir, de le vendre, d'essayer d'en parler. Projet que tu as mené justement avec Emmanuel Vellio qui nous a introduit. Exactement. Qui est une maison de publication. C'est ça. Et du coup, quand tu écris un bouquin comme ça, tu l'écris une première fois, puis ensuite tu fais des mises à jour. Ouais, là, sur Amazon, en fait, je voyais édition 2020. Ouais. Donc, tu as fait 8 mises à jour ? Ouais, j'ai fait 8 mises à jour, mais fort heureusement, les fondamentaux de l'étude, des méthodes de travail pour les classes prépa, elles changent pas d'une année sur l'autre. Donc les mises à jour sont assez light en fait. On contrôle juste l'impact de potentiels changements de programme, ou c'est plutôt donc de la veille, de la correction, ça prend pas beaucoup de temps. D'accord. Le gros travail, c'est au début. Hein. Tu communiques sur ton nombre de ventes ? Ouais. Donc j'ai pas les détails, les tout derniers détails, mais l'ordre de grandeur, c'est je fais 1000 ventes par an à peu près. Tu me le disais avant, sur 20 000 étudiants en prépa S chaque année, donc 5% des étudiants lisent ton bouquin. C'est ça, c'est un petit marché. C'est une en fait, 5% l'achètent. 5% l'achètent, ouais. Oui, parce que certainement certains se le repassent. Ouais, se le repassent. Ouais. Et donc ça, c'est 1000 par an actuellement, et en tout en tout, ça fait 8000, quoi. D'accord, il n'y a pas eu un plus la première année Non, il n'y a pas eu un gros plus la première année. C'est assez stable. Ça doit faire 7-8 000 au global, ouais. Et je peux te demander combien ça te rapporte ou... Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Ça me rapporte... Le bouquin, il est à 30 € sur Amazon. Le bouquin, il est à 30 €. C'est de l'auto-édition. Du coup, il n'y a pas un éditeur qui prend une grosse marge entre les deux. Grosso modo, il y a un tiers qui correspondent à des coûts. La production, la logistique, la livraison et les taxes. Et ensuite les 2 tiers c'est pour l'auteur en fait, mais juste vu qu'on est deux, puisque Emmanuel avait inventé le concept en écrivant la première version de ce bouquin-là pour les prépa HEC. Du coup on s'est associé à 50-50, et du coup au final net d'impôts ça doit rapporter 8 000 € par an depuis 7-8 ans. Donc, c'est agréable. Ouais, en side project, c'est cool, ouais. Parce qu'on parle de la 4-hour for quick, toi, c'est une mise à jour, ça prend combien de temps ? On va dire 4 heures par an, du coup. 4-hour work year. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'est assez intéressant. C'est facile à faire. T'as mis combien de temps à l'écrire ? J'ai mis 5-6 mois à l'écrire. Ok. En fait, c'est facile, oui et non. J'avais une base de contenu dans ma tête assez intéressante parce que j'étais dans une prépa hyper structurée, j'étais à Ginette. Je considère que j'étais pas dans les plus brillants, c'est-à-dire les gens qui comprennent tout sans qu'ils aient à réfléchir sur la méthode. Du coup, j'avais pas mal itéré moi-même sur des méthodes. Ensuite, j'ai été examinateur, ce qu'on appelle calleur en prépa. Je revenais, voilà. J'ai donné pas mal de cours particuliers en prépa, ce genre de choses. Donc bon, j'avais du contenu. Mais surtout, j'ai croisé avec mon expérience de consultant. Parce qu'en fait, quand on fait du conseil dans une boîte comme le BCG, on prend un projet, on n'y connaît rien, et ce qu'on sait bien faire, en fait, c'est poser les bonnes questions de manière hyper structurée. En fait, on ouvre... C'est la méthode, quoi. Voilà, on ouvre des boîtes et on trouve les meilleurs moyens pour remplir les boîtes. Quand on écrit un bouquin comme ça, c'est un peu pareil, en fait. On essaie d'identifier les questions les plus pertinentes qu'un lecteur va se poser, et on n'a pas forcément la réponse tout de suite. Et ensuite, moi, j'ai fait plein d'interviews de mes camarades, en fait, vu que j'ai fait Polytechnique.
je me suis dit, les méthodes, il y en a une partie qui sont chez moi, mais il y en a surtout pas mal qui sont chez d'autres. Il y a certainement autant de méthodes que d'étudiants. Voilà. Et j'ai essayé de faire la synthèse de ça, et puis c'est comme ça que j'ai procédé. Donc, quand on est méthodique, non, c'est pas si dur que ça. T'es parti de zéro? Oui et non. Enfin, plutôt non. Le mois zéro, t'avais déjà des écrits, des notes, des... Alors, ouais, non. De ma production à moi, je suis parti de zéro. Okay. Par contre, on a repris le concept du bouquin qu'avait écrit pour les prépas HEC. Et donc là, la structure est pareille, et il y a même certains thèmes qui sont communs. Okay. Parce qu'on parle à la fois des choses matière par matière, donc ça a été que de la création, puisque c'est pas pareil en prépa HEC ou en prépa scientifique, mais ça parle aussi de l'hygiène de vie, comment est-ce qu'il faut sortir ou pas, ce genre de trucs. Et ça, il faut participer aux soirées, les soirées à TOC, non? Il y a une soirée un peu connue où on est en toge, pardon. Ça, c'est Alix. Ouais, mais du coup, moi, je parle plutôt de comment faut faire pour y arriver. Ça serait un autre bouquin pour dire, et c'est pas tellement le même délire pour la suite. Mais donc non, il y avait un socle important à la fois sur certains sujets et aussi sur la méthode, parce que Emmanuel, il était rodé, il avait le retour d'expérience en fait. Ok. C'est quoi Préto ? Alors Préto, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs candidats emprunteurs de rechercher le meilleur crédit immobilier pour leur acquisition de maisons ou d'appartements. Et ça combine à la fois un simulateur en libre accès, où on peut venir simuler son prêt sans qu'on ait à donner son téléphone ou son email. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent seulement pour ça d'ailleurs. Et on combine ça avec derrière un vrai service d'intermédiation avec un expert qui est un salarié de Préto qui va prendre la demande et qui va accompagner, qui va conseiller et qui va négocier auprès des banques jusqu'à la signature pour vraiment conclure le prêt immobilier. Donc il y a un calculateur d'un côté dans lequel je peux venir faire ma simulation, puis ensuite une personne physique qui va m'accompagner pour faire mon prêt. Il y a combien de banques partenaires ? On a une petite trentaine de banques partenaires. Vous les avez parce que seulement 30 ont accepté ou parce que vous en avez choisi 30 ? C'est pas exactement comme ça que ça marche. En fait, quand on fait un métier d'intermédiaire, il faut faire grossir la base de demande à peu près en cohérence avec la base de l'offre, parce que sinon, il y a de la déception qui peut se créer. Donc c'est une trentaine aujourd'hui, et au début, vous en aviez combien ? Au début, on a commencé avec zéro. Les premiers dossiers, d'ailleurs, ce qui est un peu marrant, on avait une landing page, et puis en fait, on allait dealer avec un courtier du coin de la rue pour faire passer le dossier, parce qu'on n'a pas l'offre encore. Ouais. Et progressivement, ensuite, on a une banque, deux banques, et puis ça va assez vite après. À partir de 10 banques, sur une région, on commence à être bien. Tu fais grandir la base d'offres, donc les banques en même temps que la base d'utilisateurs. Les banques sont réceptrices à ce genre de... Ouais, alors c'est un marché qui existe. Hein. On est un courtier. Ça fait à peu près 40 ans que les banques françaises travaillent avec des courtiers. C'est CAFPI qui a importé ce métier qui est encore plus ancien dans les pays anglo-saxons. Ils l'ont importé en France. Donc ouais, les banques sont éduquées. Il y a des contrats commerciaux qui existent. On n'a rien inventé là-dessus. On n'a pas fait d'innovation de business model. Ce qui nous caractérise pas mal. C'est-à-dire, ça nous a permis d'aller assez vite, en fait, parce que, ouais, il y a un marché. Ok, mais j'imagine qu'il y a plein d'acteurs qui doivent naître, beaucoup qui doivent mourir aussi, et tous vont toquer à la porte des banques. Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait qu'une banque accepte de bosser avec vous ? Ouais, alors c'est une bonne volume. Question. Alors il y a le volume, mais bon, quand tu commences, t'en as pas. Ouais. Donc c'est la promesse de volume. Ça, c'est important. Donc, faut expliquer que on a des ambitions qui sont fortes, que on sait bien s'organiser, que puis on explique qu'on a déjà plein d'utilisateurs, ce genre de choses, et qu'il y a plus qu'à les concrétiser. Et c'est aussi leur expliquer qu'on a compris leurs enjeux. Moi, je considère les banques comme mes clients, en fait, parce que elles nous payent des commissions. On leur apporte un service d'acquisition, un service pour les aider à se développer. Et donc, même si on n'a pas de track record, si on explique que on comprend les points de valeur pour eux, donc faut que les dossiers soient bien montés, précis, justes, qu'il y ait des bons taux de transformation. Voilà, j'avais un peu navigué avec des contacts dans les banques pour m'éduquer à ça, hein, pour comprendre un peu les enjeux. Mon
passé aussi dans le conseil. Le conseil, il y a pas mal de services financiers dans ce business-là. Donc, j'avais travaillé pour des banques. Donc voilà, ça aide. On les comprend en fait un peu. Ok. Toutes les commissions sont pas les mêmes, j'imagine, mais toi, tu te dois d'être honnête, transparent et ne pas mettre une banque en avant, sauf si c'est dit et annoncé, j'imagine, à l'utilisateur final, c'est ça ? Oui. Alors les commissions, elles sont globalement similaires. Okay. Le marché s'équilibre tout seul ? Ouais, ça s'équilibre tout seul. Il y a des banques qui payent un peu plus, un peu moins, mais tu peux donner un... Ouais, c'est pas du tout secret. Ouais. Le standard de marché, c'est 1% du montant du crédit. Qui est la commission de la banque, mais il y a des plafonds. C'est-à-dire un crédit à 1 million d'euros, ça va pas faire 10 000 euros. Okay. Il y a des plafonds qui s'échelonnent entre 3 000 et 5 000 euros, grosso modo. Donc voilà. Et en France, le prêt moyen, c'est combien ? En France, le prêt moyen, c'est un peu moins de 200 000 euros. Un peu moins de 200 000 euros, donc potentiellement 2 000 euros par client. C'est ça. On reviendra sur vos chiffres un peu après. C'est ça. Et du coup, alors c'est une question un peu bête peut-être, mais je pense pas que les banques fonctionnent en temps réel. Donc comment est-ce que vous faites le mot vient pas en français, du gathering, je sais pas, de la consolidation de données pour les banques ? Ouais, bah ça c'est une grosse partie de ce qu'on a fait jusque-là. En fait, nous on a une ambition, c'est de donner instantanément une réponse fiable, précise à chaque utilisateur qui se demande est-ce que tel projet il est faisable et à quel prix. Et effectivement, on est obligé de composer avec plein de sources de données parce que les données qui sont fournies par les banques, elles sont assez peu fréquentes. L'ordre de grandeur, c'est une fois par mois, elles nous envoient des informations, mais c'est assez rudimentaire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans une information ? Il y a un tableau avec pour telle grille, telle tranche d'âge, telle tranche d'apport, telle durée, le taux c'est tant. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des paramètres qui rentrent pas dans la grille et qui en fait ont un impact sur le taux que tu arrives à négocier pour un dossier donné. T'as un exemple ? Ouais, j'ai un exemple. D'information qui n'est pas dans la grille mais qui a un impact. Ouais, tout à fait. Par exemple, le potentiel des profils professionnels. Par exemple, quelqu'un qui est jeune médecin, jeune radiologue, qui peut avoir des revenus parce qu'il est collab dans un cabinet qui sont vachement plus faibles que ce qu'il va avoir 5 ans plus tard, ça rentre pas dans la grille. Alors que le travail de l'intermédiaire, c'est justement d'expliquer que la banque, elle a un potentiel d'expliquer à la banque que le client a une vraie valeur. Exactement. Okay. Et donc ça, cette donnée, ils peuvent pas faire des grilles en disant pour les radiologues, ça sera tant et tout, alors que nous, on tend vers ça. Okay. Y a d'autres points qui sont les banques par exemple elles vont faire des grilles, des niveaux d'apport mais elles vont pas être hyper fines dans les grilles. Par exemple, quelqu'un qui apporte 50% d'apport, ce qui fait que le risque il est très faible pour la banque et tout, elle va pas le survaloriser dans sa grille, alors qu'en pratique, ça permet d'aller négocier un petit peu mieux. D'accord. Et ça, du coup, nous, on s'est dit, en fait, c'est justement cette finesse-là dont l'utilisateur a besoin pour savoir quel est le vrai prix pour mon dossier à moi. Et du coup, on s'est dit qu'il faut qu'on construise une couche de données supplémentaire sur la base, en fait, des observations qu'on fait, des concrétisations réelles. Et donc, on a une boucle, en fait, d'apprentissage sur nos propres projets concrétisés qui nous permettent d'enrichir de plus en plus notre base de données pour avoir une réponse plus enrichie auprès du client. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire. C'est sur Preto, pre2to.fr. Il y a un arbre de décision en langage naturel, donc des questions je suis et un choix, un drop-down, et je gagne tant. Il y a un arbre de décision qui se fait en 7-8 étapes. Alors c'est assez rapide, mais c'est quand même... je vais pas faire des maths parce que je vais pas faire semblant de faire des maths, mais ça fait un nombre de possibilités infini. Ah oui, c'est et tout énorme. ça rentre dans ces tableaux. Ces tableaux, ça ressemble encore en pratique. C'est des gros PDF de 50 pages avec des tableaux. Enfin, les inputs qu'on reçoit par banque, c'est un tableau plutôt d'1 ou 2 pages. Mais par contre, de notre côté, c'est des bases de données qui sont énormes, effectivement. Et du code qui va naviguer dans ces bases de données. Et le nombre de combinaisons possibles, c'est plutôt de l'ordre des millions. Et mettre à jour vos données, enfin votre base, en fonction de ce que vous recevez. Ouais, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas de XML qui existe avec un standard formaté et similaire pour tout le monde? Et les banques qui le partagent, j'en sais rien. Je ne sais pas.
Il y a une forme d'habitude, et aussi le fait que mais mine de rien, si elle faisait ça, elle se casserait un peu elle se couperait l'air sur le pied, elle faciliterait en fait le. Ouais, c'est ça. Il y a un côté, le fait d'être obligé de négocier, ça permet aussi aux banques de garder le pouvoir de dire non, sans que tout soit écrit non plus. Parce qu'au final, c'est elles qui prennent le risque, et donc elles veulent pas d'un truc qui est complètement automatique. Et ce que je comprends d'ailleurs. Nous, on fait juste une prévision la plus fine possible, mais en aucun cas on est en mesure d'absolument garantir. Il se trouve qu'on se trompe pas beaucoup quand on a beaucoup de données. Alors, je lisais dans un article que dans 99% des cas, le taux annoncé à la fin du formulaire d'onboarding ou d'estimation, pardon, est le taux obtenu. Ouais, okay. C'est vrai. C'est très peu déceptif pour les clients. Ouais. Ok. Tu peux nous donner quelques chiffres sur l'activité ? Au bout de 2 ans, donc, hein, vous avez lancé quand ? On a lancé donc le premier produit sur le marché avril 2017. Donc 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Donc il y a des lead time sur notre métier, puisque une transaction immobilière, ça met 4-5 mois. Donc en 2017, assez peu de chiffre d'affaires et de closing. 4-5 mois, je crois que c'était 3 mois max. Bah, en fait, vu que nous, les clients viennent nous voir un peu en amont, quand ils se demandent déjà combien ils peuvent emprunter, en fait, ça rallonge. Notre cycle d'accompagnement client à nous, il est plus que 3 mois parce que les gens viennent nous voir en amont. Ce qui nous va très bien d'ailleurs. Mais du coup, ça fait qu'il y a pas mal d'inertie pour faire décoller un business, quoi. Ok. Donc je l'ai dit en intro, hein, c'est pas un secret, 200 000 utilisateurs depuis le début. Ouais. Mais c'est quoi un utilisateur ? Alors un utilisateur, chez nous, c'est quelqu'un qui vient faire une simulation. Donc il vient faire ce fameux formulaire en langage naturel. Ce fameux formulaire, et il va jusqu'à voir le résultat de manière anonyme et libre. Il vient voir le résultat du taux et de est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable. Et donc ça, il y en a à peu près 200 000 en tout, et c'est à peu près 1500 à 2000 par jour utilisateurs uniques qui viennent faire ça maintenant. Unique, ok. Pourquoi tu dis unique ? Ils peuvent le faire plusieurs fois ? Ils le font plusieurs fois d'ailleurs. En moyenne, ils font 3 fois. Ils font 3 fois. Ouais, c'est-à-dire qu'ils testent plusieurs scénarios, ils s'amusent avec le truc, et c'est pas étonnant, hein, c'est un projet hyper important, ouais. Du coup, et c'est fait pour, on l'a construit comme ça. Et pour nous d'ailleurs, c'est un enjeu d'efficacité aussi, parce que ça nous évite, ça fait que quand ensuite on a les clients au téléphone et dans le portefeuille d'un de nos experts, bah, le client il a déjà fait ses petites itérations dans sa tête, ses différents scénarios, il sait un peu plus ce qu'il veut, il est plus informé, il est plus mature, et ça nous va bien. Ok, donc il y a 1500 personnes environ par jour actuellement, ouais, qui vont faire 2 ou 3 simulations, par jour, ça fait 5000 simulations par jour. Ça, c'est des utilisateurs. Ouais. Après, il faut. Alors moi, je l'ai fait. Je suis allé jusqu'au bout justement de cette simulation, mais j'ai pas passé l'étape suivante. Exactement. Ensuite, j'imagine qu'il faut s'inscrire, laisser des coordonnées. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que je n'avais pas de coordonnées à laisser. Ouais. En fait, t'as des coordonnées. C'est sans doute on est trop user friendly encore. T'as des coordonnées si tu veux vraiment y aller, quoi. Faut cliquer sur sélectionner ce prêt. Parce que sur la page de résultats, tu as plusieurs prêts qui arrivent avec des taux, des banques différentes. Et si tu cliques sur sélectionner ce prêt, alors là, on te propose de laisser tes coordonnées. D'accord. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les pop-up, rappelez-moi tout de suite et tout, un peu agressif. On fait ces choix de. C'est un problème de riche, si vous arrivez à vous développer et à bien vivre, et vous êtes rentable, je crois. Ouais, enfin on a été rentable, là on investit. Pas d'investissement. On investit beaucoup, donc on l'est plus directement, mais on est rentable en marge brute, quoi. Ok. Ce tunnel, avant de passer à l'étape lead, du coup, une fois qu'on a rempli ces coordonnées, ce tunnel, vous l'avez testé et fait évoluer depuis le début. Ouais. 200 000 utilisateurs qui font 3 simulations en moyenne, ça fait 600 000 simulations depuis le début. En 24 mois, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis le début ? C'est quoi vos apprentissages sur ce tunnel, cet onboarding ? Alors, c'est pas moi directement qui m'occupe de ça. C'est plutôt dans l'équipe des fondateurs, c'est mon associé qui est vraiment au contact de ça. Ce qui a changé, le concept a assez peu changé. Le sujet des phrases, le concept des phrases, il était là depuis le départ. En vrai, je pense qu'il tiendrait sur une page. J'exagère un peu, mais pas loin. Ouais, mais on l'a conçu mobile first, donc
il tiendrait pas sur une page mobile, quoi. Okay. Donc là, il fallait le faire. Donc il a toujours été comme ça, scindé en 6-7 étapes. Il a été conçu pour mobile. Ce qui a changé, ça a été drivé à la fois par des incompréhensions clients. C'est des trucs hyper marginaux, c'est des détails. Donc des formulations, est-ce que je te demande ça avant ça on s'est aussi rendu compte qu'il fallait enrichir un petit peu, par exemple, demander l'épargne au-delà de l'apport que les gens veulent exactement mettre dans le crédit. Ça, c'est une information un peu d'ordre 2 qui permet de qualifier la demande. Ça rentre pas directement dans les calculs ni de l'endettement ni des taux, mais par contre, quelqu'un qui aurait de l'épargne après son projet, c'est quelqu'un qui est encore plus attractif pour les banques que quelqu'un qui n'en a pas. Attends, quelqu'un qui aurait de l'épargne, pardon ? Quelqu'un qui a de l'épargne qui lui reste après avoir fait son projet dans lequel il a mis un petit peu d'apport. Ouais. Pour une banque, c'est cool parce que il y a d'autres choses à faire avec lui. Il y a d'autres choses à faire avec lui. Voilà, c'est un potentiel pour lui proposer des placements et même d'un point de vue risque, c'est quelqu'un qui a un petit matelas de son côté, donc c'est positif. Voilà. Ok. Vous avez déjà, on l'avait fait pour un autre projet, mais donc là j'ai une page d'accueil sur Préto. Je clique sur un bouton, lancer la simulation, je sais plus comment il s'appelle, et je rentre dans l'arbre. Dans une app, ouais. Dans une app. Vous avez déjà essayé de faire passer la première étape de cet arbre de décision, de ce formulaire depuis la page d'accueil ? C'est une bonne question. Non, on n'a jamais fait ça. Ok. Ouais, on l'a jamais fait. Histoire d'onboarder un tout petit peu plus rapidement, de le lancer un peu plus rapidement. Ouais. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des landing pages alternatives avec des simulations simplifiées où là, dès la page, t'as déjà des champs sur lesquels tu peux commencer à donner quelques infos, avec du coup une ambition un peu moindre sur la précision de la simulation, juste pour ma capacité d'emprunt avec 2-3 paramètres. Et là, c'est l'idée que tu dis, c'est de rentrer plus rapidement dans le formulaire et d'avoir une réponse plus rapidement, voilà, même si c'est assez rapide. Ouais, ok. Exactement. Et du coup, je remplis ce formulaire, j'arrive à un résultat, et là, je dois laisser mes coordonnées. Et c'est l'un de vos employés, donc un courtier, qui va prendre mon dossier en main. C'est ça. Et qui ensuite, lui, va faire sa négo auprès des banques. Tu me l'expliquais avant. Et ok. Tu as un ordre de grandeur entre donc 5000 simulations par jour, 1500 utilisateurs uniques. Ça fait une cinquantaine de milliers par mois d'utilisateurs uniques. Enfin, qui lancent une simulation. C'est ça, exactement. Tu as des ordres de grandeur pour... Des gens qui s'inscrivent ? Ouais, des gens qui s'inscrivent, c'est plutôt moins d'un dixième de ça. D'accord. C'est entre 3 et 5 000 qui vont s'inscrire sur cette base-là. S'inscrire, ça veut dire c'est un lead. C'est un lead, c'est-à-dire des gens qu'on peut rappeler. Pour vous. Okay. On peut rappeler. Et vu qu'on a été hyper friendly avec les utilisateurs, c'est quand on n'a pas forcé les gens à nous donner leurs coordonnées avant le résultat, du coup il n'y a pas de faux numéros. Les gens sont complètement prêts à être rappelés. Et en plus on continue d'être friendly après, c'est-à-dire on rappelle pas tout de suite. On donne la possibilité, on donne l'accès à l'agenda. On montre la photo de l'expert. Sa petite bio, et on donne l'accès à son agenda dans lequel le client peut prendre rendez-vous pour se faire rappeler à l'heure qu'il le souhaite. Ok. Combien d'experts ? Actuellement, on en a 45. Et vous êtes combien en tout, tu m'as dit ? 75. 75, ok. J'y reviens, mais vous avez déjà essayé de demander l'email avant la fin du formulaire ou avant les résultats ? Je crois qu'on avait essayé un peu de faire ça pour voir ce que ça donne, et on réessaiera peut-être de le faire pour créer un peu plus d'engagement, mais on tient quand même à être pas trop bourrin là-dessus. La question que j'allais te poser, si tu m'avais dit oui, c'était justement de voir la différence entre le... J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on l'avait testé, mais on l'avait testé au moment... L'abandon, en fait, qui permet d'abandon de panier, l'abandon de formulaire, quoi. Ouais, on l'avait testé, mais à une époque, déjà, c'était pas le formulaire aussi abouti que maintenant, et puis pas la même échelle de trafic et tout. Je pense qu'on va faire des tests de ce genre-là un peu plus tard. Là. Tu connais ton taux d'abandon de formulaire, justement ? Pas de tête. Non, j'ai pas ça de tête. Ok. Et du coup, des leads qui arrivent chez vous, c'est donc... Mais c'est assez faible. Hein. Assez faible. C'est assez faible. Les gens qui commencent, ils vont au bout, quoi. Quand tu parlais des 5000 estimations quotidiennes, c'est 5000 arrivés au bout. C'est 5000 arrivés au bout, ouais. Okay. Sinon, on a à peu près 250 000 visiteurs sur le site. Par mois. Par mois, ok. Donc un peu moins de 10 000 par jour.
Ouais, Donc, c'est ça. Si on s'y rentrait. Ouais. Ok, donc une 50aine de milliers d'utilisateurs uniques par mois, à peu près un 10e qui est transformé en lead, et ensuite c'est le travail du courtier d'aller négocier avec les banques pour me transformer en client pour la banque, afin que vous touchiez une commission. Ouais. La moyenne des prêts, c'est combien chez vous ? Chez nous, c'est entre 300 et 350 000 euros. Entre 300 et 350 000, et tu m'as dit tout à l'heure que c'était 180 la moyenne en France, c'est ça ? Ouais. Donc c'est presque le double. C'est presque le double, ouais. Ce qui est intéressant pour les banques. Ouais, c'est intéressant pour les banques, c'est intéressant pour nous aussi, puisque nous, nos commissions, c'est proportionnel peu ou prou au montant du prêt. Donc ouais, c'est bien. C'est quoi les commissions dans ce milieu ? Bah, c'est 1%. 1% du taux du... Okay. Ouais. Je me souvenais plus si je t'ai posé la question avant ou pendant l'enregistrement. Ok. 1%. Donc dans les 3 500 euros par client. Par client transformé. D'accord. Et pourquoi est-ce que votre taux est plus important ? Vous êtes parisien ? Vous avez commencé à Paris ? On a commencé à Paris. On est basé à Paris, mais vu qu'on travaille à distance. Pas que les gens soient plus riches à Paris, mais que les appartements sont beaucoup plus chers. Les appartements sont beaucoup plus chers. Ça, je pense que c'est évident. Ouais. Donc, on a commencé à développer Paris, l'Île-de-France, plus généralement, parce que. Déjà, il y a beaucoup de transactions. Ça représente une grosse part du marché, donc on a commencé par là. Donc, on a une part de l'Île-de-France qui est un peu plus grosse que la moyenne que la part dans le marché. Mais c'est aussi que je pense, même à iso-région, on attire une population qui est un peu plus CSP+. Et donc qui achètent des biens un peu plus gros que la moyenne du marché. Ok. Et que en B2C, pardon, pas de B2B. Pour l'instant, l'acquisition, ou l'offre. Les clients l'offrent, ouais. Que du crédit pour les particuliers. L'immobilier pour la résidence principale, locative ou secondaire, mais du privé, ouais. Je m'étais noté comme question de parler de réassurance, et on va le faire. Ouais. Mais en y réfléchissant ensuite, j'ai réalisé que alors je sais pas si c'est personnel, mais la fidélité à une banque, elle a complètement changé en l'espace de 10 ans ou 15 ans. Enfin, Ouais, c'est vrai que les clients sont assez peu fidèles. En revanche, ce qui est une aubaine pour des services comme les vôtres. Ouais. En fait, il y a plusieurs aspects sur la réassurance. À la fois, les clients sont pas fidèles, c'est-à-dire ils veulent comparer, ils veulent optimiser. Ils sont assez agnostiques de quelle banque on parle. Par contre, ils sont quand même rassurés d'être envoyés dans une banque de renom pour la finalisation du projet, parce que c'est quand même leur prêt. Et donc nous on le voit, finalement on est un facilitateur pour aller trouver le bon banquier pour le bon projet. Et ça serait sans doute plus dur pour nous si c'était Préto qui faisait le prêt. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du tout le business model de toute façon. Mais sur cette notion de réassurance, à la fois les clients, on peut se dire qu'ils s'en foutent un peu de la marque de la banque, mais pas complètement en fait pour le côté sérieux et tout. Ils veulent comparer, mais ensuite quand on dit c'est une vraie banque derrière. Avec un gros nom, ça rassure aussi. C'est étonnant parce que je l'ai fait il y a quelques mois, sur un investissement locatif justement, le parcours, et je l'ai refait récemment là, avant l'entretien. J'ai pas vu ces noms de banques mis en avant sur la page d'accueil. Ou alors je l'ai peut-être pas remarqué, peut-être qu'elles y sont, mais je l'ai pas remarqué. Mais c'est pas une. On les met sur la page d'accueil pour le coup sur la home. Mais par contre après, quand on propose les résultats, là on dit pas tel résultat est à telle banque. Bah oui, sinon tu te coupes l'arbre sur le pied toi aussi. Voilà, il y a un peu de ça. Et surtout, c'est qu'on propose des taux qui ne sont pas les taux proposés facialement par les banques. Et donc, on pourrait aussi les mettre en porte-à-faux d'une certaine manière, parce que, pour rappel, les taux qu'on présente, ils anticipent déjà sur la négociation qu'on peut avoir. Et donc, ça ferait un peu les choses à l'envers que de déjà dévoiler le nom de la banque à ce moment-là. Si je prends mes chiffres, j'ai tiré un gros trait, mais 600 000 estimations en 2 ans et demi, t'as énormément de data. Ouais, on a beaucoup de data, ouais. Et je le disais en intro aussi, 500 millions d'euros de prêts obtenus à date. T'as énormément de data sur ce qui marche pas. Tu étais presque capable de me donner une estimation sur oui, vous l'aurez. Exactement. C'est notre but, et on est de plus en plus précis là-dessus. En gros, on fait un scoring en ayant absorbé et observé les critères d'acceptation de chaque banque.
et on le consolide, et du coup, on est capable de dire si quelqu'un va l'avoir ou pas, de manière assez précise. Après, il y a toujours des éléments qui sont pas anticipables avant d'étudier profondément le dossier, des gens qui ont des prêts existants qu'ils ont oublié de nous dire, ou des choses comme ça, ou qui sont qui remplit le formulaire trop vite sans faire gaffe. Ou qui ont des sociétés et qui nous en ont pas parlé, des choses comme ça, ou qui ont qui ont été fichés, ou des choses comme ça. On peut pas être à 100%, mais si on considère que les infos données sont exactes et exhaustives, là par contre on se trompe pas en fait. D'accord, mais et ce que tu facilites du coup, c'est le choix de la banque. Ouais. C'est pas le process en lui-même. Une fois que le courtier a fini son travail, une fois que Préto a fini son travail, je parle à la banque et c'est... Ouais, tu parles à la banque, mais le boulot est déjà fait. C'est-à-dire, tu parles à la banque, mais toutes les conditions sont figées. C'est-à-dire, le taux, c'est figé, les frais de dossier, la durée, les caractéristiques du prêt. Donc, il n'y a plus qu'à fournir les documents pour valider les documents, ils sont déjà fournis aussi. On les a collectés en amont parce qu'on sait exactement ce que les banques vont attendre, et t'as pas eu à le faire dans 3 banques pour obtenir le bon taux. Donc ça facilite quand même vachement les choses. Et par contre, tu dois, si c'est une banque physique, tu dois faire un rendez-vous pour ouvrir des comptes et signer une demande officielle de prêt. Et après, tu as toujours les offres de prêt. Formellement, il faut bien les signer. Évidemment. Mais on a quand même facilité une grosse partie du travail. Okay. Pour la banque aussi. Sur quel est le principal enjeu actuellement pour vous chez Préto, d'un point de vue business? D'un point de vue business, l'enjeu c'est de nous faire connaître, parce qu'on s'est développé pour l'instant sans trop communiquer, mais on se rend compte que notre marché, on a une belle traction. Quand les gens ont connaissance de Préto, c'est assez naturel au moins d'essayer. Donc là, l'enjeu, c'est de faire de la notoriété. C'est ce qu'on va essayer de faire sur 2020. Et après, il faut juste... Par quel levier ? Alors, on n'a pas complètement tout défini, mais là, jusque-là, sur l'acquisition, on l'a fait très héroïste, beaucoup de SEO, ça nous a pas mal aidé. Vous le faites en interne ? Ça, on fait en interne, ouais. Okay. Maintenant, on a des rédacteurs freelance. Okay. Un petit peu, mais on a quand même une équipe interne. La gestion se fait en interne complètement. Enfin, la direction plutôt se fait en interne. Ouais, complètement. Ok. Et on a fait du AdWords et tout, mais là sur 2020, on va tenter de la pub, quoi, du métro, des choses comme ça. Offline, ouais. On va essayer du offline. Après, exactement quoi, quand, comment, c'est pas complètement défini. On recrute quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. J'ai pas l'expertise. Non, mais vous le faites faire en interne, du coup. Vous recrutez quelqu'un. Enfin, ouais. vous allez faire de l'achat média. Oui. Mais on recrute quelqu'un qui va créer la plateforme de marque et réfléchir à comment déployer cette marque sur des médias. Ouais. Pourquoi en interne ? Non, pourquoi de l'achat média hors média, enfin hors pardon. C'est une bonne question. C'est la légitimité que vous achetez ? Non, je pense que c'est aussi d'être en premier rang. On se dérisque de Google parce que sinon AdWords, c'est très bien pour commencer, mais les clients sur notre métier, si on n'a pas de marque, ils vont faire quoi ? Ils vont chercher simuler un prêt immobilier sur Google, et puis on est un petit peu au milieu des autres là-dessus. Donc, et puis ça, au final, ça coûte quand même assez cher. On n'est pas à l'abri de l'inflation de certains mots-clés et tout. On a le SEO, mais ça croît. On veut croître plus vite en trafic que ce que permet la croissance du SEO. Donc, on est convaincu que c'est un actif à terme d'avoir une marque. D'avoir une marque et d'avoir touché le grand public, et de toute façon tu multiplies les touchés. Ouais. On fera tout le temps tout de toute façon, hein. On sera multi touchpoint, mais ouais, c'est pour un peu sortir un peu du lot. Surtout qu'il y a une opportunité parce que dans ce marché il y a assez peu de marques. Il y a Meilleur Taux qui est connu, c'est une très belle marque. Ouais. D'ailleurs Christophe Kremer, qui est le fondateur de Meilleur Taux, il est business angel chez nous depuis le début. Attends, répète, pardon. Christophe Kremer, qui a fondé Meilleur Taux en 1999. Il est billet chez vous. Ouais, business angel chez vous. Ouais. Okay. Mais il est plus de chez Meilleur Taux depuis longtemps. Ok. Donc il a le droit. Il a le droit, ouais. Mais il a une... Non, effectivement, tu le dis, il y a assez peu de marques. Il y a assez peu de marques, il y en a une et qui est vraiment connue, alors que c'est un énorme marché. Donc on a l'intuition que ça peut être un peu rentable d'en créer une.
Alors, je fais une petite digression, mais tu dis un énorme marché. Il y a combien de crédits en France? C'est 1 million de prêts par an, c'est l'ordre de grandeur. 1 million de... C'est cyclique, hein, donc une année où l'immobilier va moins bien, ça va tomber à 700 000, mais là, en ce moment, c'est 1 million, parce que le marché est vraiment chaud, quoi. Ouais. Et dans tous les cas, c'est l'ordre de grandeur, quoi. 1 million de crédits, et si j'ai un bête calcul, ça veut dire 180 milliards prêtés chaque année, si le prêt moyen est à 180 000 en France. Ouais, c'est le bon calcul. Ouais. Ok, 1 million de crédits. Il y a les renégociations. Non, c'est à peu près le bon calcul. Ouais. L'ordre de grandeur, c'est 200 milliards. Ouais, c'est ça. 200 milliards, ouais. Ok, d'accord. On en était où? On était, oui, pardon, de acquisition et croissance, donc de la pub non digitale. Sur le SEO, vous faites quoi? Alors sur le SEO, on a écrit des articles nous-mêmes au départ, Renaud et moi, en essayant d'être très qualitatifs. Il faut industrialiser. Hein. Et maintenant, on a industrialisé. Okay. Donc maintenant, on a recruté en interne une rédactrice d'abord, puis maintenant une personne qui pilote plutôt la stratégie SEO, backlink, ce genre de choses. Et puis, ce qui nous aide, parce que Google fonctionne comme ça, c'est surtout, vu qu'on fait un simulateur que les gens utilisent, même si on ne le fait pas pour le SEO, en fait, c'est hyper valorisé par Google. Les gens restent longtemps. Qu'est-ce qui est valorisé? Le fait que nos pages, c'est pas que des pages statiques, il y a un simulateur, les gens jouent avec, okay. Et du coup, ça, on en récolte les fruits en SEO après. Les gens restent longtemps sur notre simulateur, ils jouent, ils reviennent. Et oui, tu l'as dit qu'ils font trois simulations par visiteur unique. Et chaque page, alors c'est technique, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est la réponse, mais chaque page du formulaire est une page unique et considérée comme une page vue? Je ne sais pas. Je sais pas, je n'ai pas vérifié, mais ça donne du Google Juice de savoir qu'une personne fait 20 pages vues plutôt qu'une qui se... Mais en tout cas, on a considéré que si on faisait le produit que les gens aiment utiliser à haute dose, au final, Google reward. Quoi. Et donc, ces articles, vous les posez chez vous, vous allez les poser ailleurs, que vous faites rédiger par les rédacteurs? On les met chez nous. Donc, on a un article, on a une section du site qui est le guide du crédit. Ouais. On en a fait un e-book aussi. Là, maintenant, on a lancé un podcast sur le prêt immobilier. Et on fait aussi des échanges d'articles avec certains sites de notre secteur, quelque chose c'est de l'échange d'articles assez classique. Alors, je suis désolé, je me fais complètement prendre par surprise. Vous avez lancé un podcast, c'est intéressant. C'est tout nouveau, ça s'appelle L'amour est dans le prêt. Il y a 5 épisodes. Ok. Voilà. L'amour est dans le prêt, oui. Voilà. 5 épisodes que vous avez fait. Alors, quel format, quelle durée Alors, c'est des formats d'une demi-heure. Okay. Où on a Lauriane qui est qui gère le contenu chez nous, qui a mené le projet, qui interviewe des experts crédits chez nous, des managers. Que de l'interne. Et aussi, je crois qu'il y a un notaire, notamment, donc un peu d'externe aussi. Voilà. Okay. L'idée, c'est d'éduquer les gens sur le crédit immobilier. Quoi. Et alors, comment vous l'avez distribué ? Alors, pour l'instant, c'est assez basique. C'est sur les plateformes de podcast classiques, iTunes, SoundCloud. Je les connais pas toutes. Non, mais comment vous en faites la promotion? Et la promotion, pour l'instant, c'est embryonnaire. On a mailé notre base client, on a posté un peu sur les réseaux, mais pas tellement plus que ça. C'est encore modeste les écoutes, mais c'est... On verra quoi. Oui, non, mais c'est intéressant ça. Ok. Donc SEO, podcast. En tout cas, c'est un test. On verra. Enfin, vous connaissez mieux le sujet que nous, mais on verra si ça marche sur un sujet comme ça. Et puis si ça marche, on investira plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des contenus evergreen, parce qu'emprunter aujourd'hui ou emprunter dans 10 ans, dehors des acteurs qui vont changer, il faudra toujours de l'argent pour acheter de la pierre quelque part. Ouais, c'est ça. Les taux vont changer, les acteurs vont changer certainement, mais les méthodes risquent pas de changer énormément, j'imagine. Ouais. Et je dis 10, c'est peut-être 15-20, mais et donc non, je soutiens tout à fait ce genre d'initiative objectivement quoi. SEO, podcast, tu m'as dit que vous faisiez de l'AdWords. Ouais, on en fait pas mal. On en a fait assez peu au début. Là, on monte en puissance un petit peu sur AdWords. T'as une idée du volume de dépenses? Tu peux nous le dire? Ouais, c'est quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Par mois, ok. Ouais, ça a été très peu pendant longtemps. Là, on est peut-être... c'est moins de 50 000, mais c'est peut-être autour de... Ouais, entre 30, quelque chose comme ça.
J'ai plus en tête exactement. D'achat média par mois que vous faites vous-même ou vous faites faire? Non, on fait nous-mêmes. C'est... En interne. Ouais, en interne. Pour l'instant, c'est encore Renaud, mon cofondateur, qui a les doigts dans la prise. Ouais. C'est très mathématique en plus, j'imagine il a fait X comme toi? Ouais. Ok. Ouais. Il a encore les doigts dans la prise, ok. Vous avez combien d'emails? T'as une idée? Alors, j'ai pas dit. 5000 par mois je vais en croissance. trouver, 5 fois 12, 50, une centaine de milliers? Ouais, ça doit être ça, ouais. Comment vous les utilisez? Alors, on est assez parcimonieux. On fait pas de sollicitation pour des produits additionnels de partenaires ou quoi que ce soit. Alors que tu pourrais, parce qu'une fois que j'ai acheté mon appart... Enfin, si je viens consulter Préto pour un prêt, Non, a priori, dans les 3 mois, je vais acheter un appart. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est clair. Enfin, Donc après, il y a le déménagement, l'assurance habitation, je sais pas moi, la voiture, j'en sais rien. Mais ça viendra ensuite peut-être, mais on veut pas trop faire ça. On sollicite sur quelques petits trucs. Par exemple, pour faire un petit peu de la notoriété, on essaie plutôt d'utiliser notre base pour stimuler le bouche à oreille sur le prêt immobilier. Donc, on va leur parler du podcast. On va leur parler d'une opération parrainage pour qu'ils en parlent à leurs amis et qu'ils gagnent une prime de parrainage. Cette semaine, d'ailleurs, là, une prime de parrainage boostée. Bref, ce genre de choses. On va aussi... Parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent chez nous. Ils sont en recherche. Leur projet aboutit pas tout de suite, donc on va dans un premier temps déjà essayer de faire en sorte que les gens qui sont en recherche finalisent leur prêt chez nous et qui viennent nous revoir quand ça se précise. Je précise ma question, je la précise pour moi-même, mais en fait, vous avez un email quand la personne a pris contact, elle est déjà rentrée dans le CRM. Ouais. C'est pas une inscription, c'est assez quali. Ah oui, c'est hyper quali, ouais. Enfin, c'est un lead qualifié, pardon, qui vous a laissé un email puisqu'il est allé. Ah bah ouais, on a ses revenus, on a sa situation professionnelle, on a son nombre d'enfants, on a tout. Oui, et en plus, il a fait la démarche de laisser ses coordonnées. C'est pas simplement de la curiosité. Il est vraiment dans la démarche d'achat, que ça ait abouti ou non. Et du coup, on en prend soin et on parle de Préto et du prêt immobilier parce que c'est pour ça que les gens sont venus chez nous. Et on est très exigeant sur pas embêter les gens sur d'autres choses. Vous avez que 2 ans et demi, mais tu vois de la récurrence déjà? Assez peu. Un peu. Sur l'investissement locatif? Sur l'investissement locatif, ouais. Mais j'aurais pas de chiffres, mais c'est globalement assez peu. Globalement, d'un point de vue stratégique, ce marché, c'est un peu one shot. La récurrence, c'est plutôt à 5-7 ans. Les gens changent de bien. De logement principal. Ouais. Mais globalement, on n'a pas fait un business plan avec une modélisation de la récurrence parce que je pense que c'est un peu dangereux. Tu connais la part de Français qui font de l'investissement locatif et du coup le font la fréquence à laquelle ils le font? La part, je crois que dans les transactions, ça doit être 10-20% du marché. Donc sur le million de prêts accordés chaque année, il y en a 10 à 20% qui sont pour de l'investissement locatif. Ouais, je crois que c'est ça l'ordre de grandeur. J'ai pas de chiffres précis, hein, mais... Je serais intéressé de savoir combien les Français font, pour ceux qui font de l'investissement locatif, donc 1 ou plus, combien de fois ils le font et à quelle fréquence? Je sais pas. Parce que eux, c'est une... Mais du coup, ils doivent avoir une relation privilégiée, je pense à haute voix, mais une relation privilégiée avec leur banque aussi, peut-être. En tout cas, ils sont... Les repeat... les investisseurs repeat, ils sont déjà éduqués au prêt immobilier. Ils ont peut-être en relatif peut-être moins d'accompagnement que les gens qui le font pour la première fois. Moins besoin d'accompagnement que les gens. Oui, parce qu'on apprend. C'est un jeu, c'est comme lever des fonds d'ailleurs. C'est un jeu qui est un peu triste parce que les joueurs qui sont de l'autre côté de la table le font en longueur de journée. Nous, les apparts, on achète 1, 2, 3 par an, par vie, pardon. C'est ça. Quand on a la chance de pouvoir le faire, et on est certainement des privilégiés, mais donc effectivement, je comprends ce que tu dis. Ouais, donc le notre repeat, cible, on accompagne avec grand plaisir des gens qui font des multiples investissements locatifs, mais je pense que le potentiel de marché. Il est sur le primo. Il est plutôt sur le primo parce que c'est des gens qui ont besoin de pédagogie, d'aide et de soutien, plus que le gars qui est rodé, quoi. J'entends. On a parlé SEO, pub physique, AdWords, podcast, email. Est-ce que vous faites des partenariats? Alors, je fais une parenthèse, pardon, mais la première fois dont j'avais entendu parler de Préto, c'était par Bivouac, pardon, qui est une start-up que vous avez peut-être entendu sur un podcast qui s'appelle La Martingale, que je vous recommande, qui vous aide à bien gérer votre argent. Mais Bivouac, donc, aide des gens à faire de l'investissement locatif, justement. Et c'est eux qui m'avaient recommandé Préto à la fin du process.
Vous avez d'autres partenariats? Parce que là, c'est un lead ultra qualifié. Ouais, c'est un lead ultra qualifié. Donc, effectivement, on travaille avec eux. On a d'autres partenariats et on en prépare d'autres. C'est effectivement un axe de développement important. On est notamment partenaire depuis un peu les débuts de Preto de l'application Bankin. C'est assez naturel. Bankin, ils veulent apporter du conseil et de l'aide à leurs utilisateurs sur leurs finances. Et donc, assez tôt, ils ont compris que Preto, avec notre démarche très orientée utilisateur et produit, ça s'intégrait très bien au parcours via l'application Bankin. Et donc, on est intégré dans Bankin depuis un moment. Ça nous amène un petit peu de trafic et c'est intéressant. On est aussi partenaire du réseau social Gens de Confiance. C'est un peu c'est Le Bon Coin sur parrainage. Ouais. Voilà. Et puis, on en prépare d'autres. Là. C'est assez intéressant dans ce milieu de faire des partenariats, j'imagine, parce qu'il est complètement en train de changer. Je pense à des acteurs comme Propriou qui vient de lever énormément d'argent pour réinventer l'agent immobilier. Ouais. Et ce sont pas les premiers, hein, clairement, il y a plein de monde. Ouais, il y en a d'autres, ouais. Donc j'imagine que là, c'est des gens qui sont alors soit dans la vente, soit dans l'achat, beaucoup plus enclins à finaliser, à devenir des leads et pas seulement des visiteurs. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'acquisition pour vous faire connaître que vous utilisez et que tu pourrais nous partager? Non. Donc le bouche à oreille, ça représente autour d'un quart de notre acquisition. Déjà. D'utilisateurs ou de leads? De leads. Donc de personnes enregistrées qui ont essayé leur corps. Un quart pour le bouche à oreille. Ouais. Super. Et ça transforme mieux en plus. Après. Donc c'est encore plus des concrétisations. Ce qui peut m'amener d'ailleurs à une question suivante. Je t'ai coupé, mais je me permets, je suis chez moi. Ouais. Vas-y. Vous demandez des avis. Alors c'est mis en avant sur la page d'accueil. Avis vérifiés. Ouais, on demande. Comment est-ce que donc vous activez ces clients? Au moment où, en fait, on active les clients au moment où ils sont en fin de parcours. Autour du moment où ça y est, ils ont l'offre dans les mains, ils ont déjà vu la banque et en gros, ils ont fait le tour de la qualité du service de Preto. Là, on leur demande gentiment de s'exprimer. Ouais. D'accord. Pourquoi à ce moment-là et pas un mois plus tard ou un mois plus tôt? Enfin. On se dit que alors déjà c'est pas vraiment figé. Les experts ils peuvent solliciter un petit peu quand ils veulent, mais on pense que c'est le bon moment parce que avant, quand on n'a pas encore reçu de résultats, on n'a pas trop envie de donner un avis. On a surtout envie d'avoir le résultat entre les mains. Et ensuite, on se dit que plus tard, quand on envisage déjà le déménagement, peut-être les gens ils vont un peu plus oublier. Là, ils sont un petit peu dans le show, quoi. D'accord, j'entends. Donc les avis. Et vous les mettez en avant. Vous avez testé plusieurs plateformes pour Non, les avis? ça faut pas trop, hein, parce que oui, ça se cumule. Ça se cumule et donc c'est un actif qu'on garde. Donc non, on a fait le choix de Trustpilot dès le départ. Et puis on combine avec Google et Facebook. Voilà. Oui, j'ai dit avis vérifié, pardon, je suis désolé. C'est Trustpilot. Ouais. On doit avoir 1400 ou 1300 avis maintenant là. 400 sur 1400, Google et un petit peu sur Facebook. Du coup, vous leur demandez de poster sur les 3 plateformes. Comment vous faites? Alors, ça aide pour le SEO d'avoir des avis Google. Ouais. Pas systématiquement, non. On laisse un peu de liberté à nos experts qui ont été en contact, qui ont eu la relation avec les clients et avec les clients qui ça se passe en particulier très bien, des clients qui ont déjà par exemple recommandé d'autres gens, qui sont un peu nos ambassadeurs. Là, le bon commercial chez nous, il va demander une faveur supplémentaire à dire si vous pouvez aller en déposer 3, c'est bien. Mais si les clients qui prennent le temps d'en déposer 1, c'est déjà très bien et je les en remercie. Je crois pas trahir de secret parce que je l'ai dit et toi aussi. À peu près 500 millions d'euros de prêts, entre 300 et 350 000 en moyenne. Si je coupe à 325, ça ferait 1500 prêts environ. Pour 1400 avis, c'est top. Ouais, presque tout le monde a laissé un avis, quoi. Ouais. On peut pas beaucoup de cacher de chiffres, du coup, c'est les ordres de grandeur. Ouais. Ok, bon, super. On s'est dit déjà pas mal de choses, mais j'ai encore plusieurs questions. Est-ce que vous êtes planté un moment sur le digital, sur le site, sur le formulaire, dans l'acquisition? Est-ce qu'il y a une plantade et un apprentissage que tu peux nous partager? Alors, il
Il n'y a pas eu de grosse plantade parce que on a fait que du truc héroïste depuis le début, donc ça se corrige hyper vite ces choses-là. On en reparle dans un an après la pub. Voilà. Et là, par contre, exactement. Ça va être un peu plus risqué, mais sinon non. Alors Renaud, mon associé qui est chargé de l'acquisition, il aurait plein de choses à raconter sur le try and fail qu'il a fait, mais d'un point de vue impact boîte, c'est assez mineur. On corrige assez vite ces choses-là. De passer de la pub en dehors du digital, c'est vraiment vous êtes sur une courbe d'accélération. C'est ce que font souvent. Enfin, je me souviens que Litchi avait fait ça dans le métro. Je veux pas dire de bêtises, mais Lydia aussi peut-être, je sais plus. Mais était sorti du digital. Ils avaient levé des sous et c'était pour vraiment accélérer et aller toucher du grand public. C'est votre approche aussi l'année prochaine? Ouais, c'est notre approche l'année prochaine, plutôt sur la fin de l'année prochaine. Le début de l'année prochaine, on va faire la stratégie de ça. Et la fin de l'année prochaine, on déploiera. Quel est l'objectif? Chiffré, pardon. C'est pas défini. C'est pas défini. Non, on est en train de le définir là. Ok. Et dans votre développement là depuis 2 ans et demi, enfin presque 2 ans et demi environ, est-ce que tu as senti un moment une inflexion, un tipping point, une accélération? Alors, pas complètement. Nous notre business, il est assez inertiel en fait, pour 2 raisons. Un projet immobilier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça met 4 à 5 mois de bout en bout à se mûrir. Donc ça, déjà, c'est difficile d'être explosif quand ta matière première, c'est quelque chose qui met 4 mois à éclore. Et ensuite, on a un métier qui combine du produit et du service. Et du coup, on ne peut pas grossir hyper vite en maintenant un niveau de qualité hyper élevé. Parce qu'on doit faire croître une équipe d'experts qui accompagnent les clients et former, structurer, promouvoir des managers. Et donc, non, on n'a pas le... Il n'y a pas eu de hockey stick. Non, il n'y a pas trop ça. On a mis un coup d'accélérateur là sur 2019 sur le recrutement. On recrute plus que l'année dernière. D'employés. Ouais, d'employés, ouais. Mais il n'y a pas d'explosion et on pense pas que sur un métier de service il faille le jouer comme ça. On est déjà quand même, on fait presque x3 d'une année sur l'autre là. Hein. Oui, c'est quand même déjà gros. Ouais. Hein. On est 2,5 fois plus qu'il y a 12 mois. C'est quand même costaud à gérer. Hein. C'est de l'hypercroissance, je pense, mais on voit pas de. Enfin, c'est assez contrôlé, quoi. Ok. Ouais. J'étais en train de calculer de tête que les commissions à 1%, vous avez levé 500 millions, vous avez fait 5 millions de marge brute, c'est ça? Je t'as pas le droit t'es pas obligé d'infirmer ou confirmer, mais... Il y a des plafonds, donc ça fait un petit peu moins. Un peu moins, bon. Un petit peu moins. Quels sont les outils que vous utilisez chez Preto pour l'acquisition, les stats, la plateforme? Ouais, alors, les outils... on a un l'email, CRM, ouais. CRM Salesforce. Ok. On est passé sur Salesforce. On a commencé sur Pipedrive pour le début et on est passé sur Salesforce en début 2019. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vos VC vous l'ont demandé. Pas du tout. Okay. Ah non, on l'avait décidé avant. Tu sais que j'en discutais avec Mathieu, c'est lui qui avait eu, je sais plus où cette information, mais qu'aux États-Unis, Salesforce est pas une demande, mais une sorte ça fait partie de la checklist d'un VC qui va investir un gros ticket chez toi. J'ai entendu ça. Ouais. Non, nous c'était pas ça. Nous on en avait besoin parce que on a un besoin, en plus de faire du CRM, d'avoir une logique de workflow par équipe avec des logiques de validation. Nous, les dossiers de crédit immobilier sont validés par le manager et tout. Bon, c'est un peu détaillé, mais ajouter du workflow en plus du CRM avec des validations, des droits d'accès, des choses comme ça. Ça, Pipedrive, vous le permettez pas? Non. Et c'est assez puissant, en fait, quand on scale une boîte, d'avoir ça, quoi. Cette logique par équipe. Comment vous êtes fait accompagner pour Salesforce? Alors, Salesforce, on est quand même une boîte d'ingénieurs, donc on a bien préparé le truc en interne. Okay. On a eu un intégrateur qui nous a accompagnés pendant 2-3 mois qui s'appelle Isochronix. Ok. Comment tu l'écris? ISOCHRONIX. Isochronix. Voilà. Et ensuite, on a très rapidement internalisé. Maintenant, on continue d'itérer pour le customiser à bloc en interne. On a staffé, en fait.
Vous avez staffé des ingénieurs, enfin des intégrateurs Salesforce. On n'appelle pas ça intégrateur, mais on a. C'est quoi le poste? C'est nos devs full stack qui se sont formés à Salesforce. Ouais. Donc qui utilisent l'API pour. Ok, ouais. Intéressant ça. Donc voilà, on a. Et ça représente quelle charge pour eux? T'as une idée? C'est un jour par semaine ou il y a 2 mecs full time? En fait. Si on sépare les évolutions, donc l'innovation qu'on ajoute à Salesforce, qu'on pourrait décider d'arrêter parce qu'on est déjà opérationnel, et la maintenance, je pense que la maintenance et le truc vraiment contraint, c'est assez faible. Hein. Okay, c'est hyper stable maintenant. Hein. Ouais, non, c'est hyper stable. C'est plutôt qu'on fait des évols, quoi, parce que les gens qui sont dessus, ils demandent tout le temps des trucs, quoi. Et c'est très bien. Pipedrive, puis ensuite Salesforce, Isochronics pour vous aider au début à l'intégration. Alors sinon, la liste d'outils, je vais en oublier, c'est sûr. On est sur la Google Suite pour les mails. Sur le site, pour les stats, c'est Google Analytics aussi. Ouais. Et l'emailing. L'emailing, c'est ce que vous utilisez. Doit avoir Mailchimp, je crois. Ok. Ouais. On est... Donc sur le site, il y a une app qui est une web app complètement chez nous, et le site statique, c'est WordPress. Quoi d'autre? Et du coup, on utilise Intercom pour le chat. Ouais, ça se voit effectivement. C'est bien? Ouais, c'est bien. Ouais. Tes retours? Il y a combien de personnes qui sont derrière? Il y a pour l'instant une personne. Une personne, ouais. Ok. Il y a une personne qui est derrière. Mais on va staffer l'équipe un peu plus là. Et du coup, le formulaire, donc ça c'est la web app qui est chez vous. Ouais. Intercom, Mailchimp, G Suite, j'imagine, sont liés à Salesforce. Quand je rentre dans le formulaire, je suis encore dans la web app, je suis pas encore dans Salesforce. Mais au moment où je deviens lead, donc je laisse mes coordonnées, je rentre dans Salesforce. Oui, sachant que ça passe par. Il y a un autre gros bloc chez nous qui est notre techno complètement interne. C'est cette web app dont tu parles, non? Oui, t'as raison. C'est la web app, mais la web app, il y a plein d'autres choses que le formulaire. Le formulaire. Il y a l'espace client, il y a la demande. Quand tu t'inscris ensuite, il y a la prise de rendez-vous, la demande de pièces, les états d'avancement qui se synchronisent avec Salesforce, les variations du projet que tu peux faire dans ton espace client, c'est-à-dire je veux baisser mon apport, je veux augmenter ma durée et tout, je valide, ça prévient ton expert via Salesforce. Enfin, Ok. C'est assez lourd. Oui, c'est plus que simplement le formulaire. Ouais. D'accord. Ouais. Autre parenthèse d'ailleurs, mais vous stockez de la donnée. Alors, j'imagine. Oui, je suis retourné sur le site. Donc, bonne nouvelle, nous avons conservé votre simulation. Donc, ça, c'est. Il y a un cookie qui est déposé quelque part. Ouais. D'un point de vue RGPD et hosting, hébergement, de l'app, vous avez des données qui sont quand même très sensibles, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez fait? On est en conformité RGPD. On ne vous impose pas, je veux dire, pour les sites financiers comme Preto, on ne vous impose pas un hébergement spécifique. Non, c'est pas comme la santé. Non, il y a rien de spécifique. C'était exactement ma question. Ouais. Non, c'est pas comme la santé. On est juste hyper rigoureux sur la RGPD. L'impact, c'est notamment, il y a des clients, je les vois passer les mails, moi, parce que je suis ça un peu de près. Un client qui dit sur simple demande, je veux que ça soit supprimé. On appuie sur un bouton, il n'y a plus rien. On est même plus capable de savoir si le client était là ou pas, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça, je le sais. Je relis mes notes. On pourrait encore se parler des heures, j'imagine, mais on a fait déjà un grand tour. Je te remercie énormément pour ton temps et tes explications. On est un peu sorti du e-commerce aujourd'hui, mais c'est du e-service. Il y a du e-service et il y a cet aspect de tunnel entre un visiteur enregistré, un lead et un lead qualifié, puis un client final, que je trouvais très intéressante. Vous avez surtout une super croissance et ça, c'est beau en 2 ans et demi. Pierre, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés, sans liaison dangereuse. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.